Le thème de la soirée est consacré à la question, en tout cas pour moi, de l'autonomie dans les luttes de l'immigration. Et je voudrais commencer par partager à la fois un souhait et un malaise. Le souhait, c'est que, bien entendu, tous ceux qui rêvent d'une autre société puissent converger. Le malaise, c'est que nous partons de lieux vraiment très différents et que pour converger, il faut prendre en compte l'autre tel qu'il est, dans ses contraintes, dans les problèmes qui se posent à lui, dans sa subjectivité, qui est le résultat de sa place particulière dans la société. Alors, on parle beaucoup d'autonomie, mais rarement on la situe dans l'histoire et dans son contexte d'émergence. Historiquement, pour l'immigration postcoloniale, l'autonomie n'a pas été un choix. Ceux qui rêvent d'entendre aujourd'hui l'idée que nos parents avaient un projet politique, de l'autonomie, de l'auto-prise en charge, etc., eh bien, se trompent. En réalité, l'autonomie a été une contrainte. Une contrainte imposée par l'état de notre société. C'est lorsque les personnes issues de l'immigration postcoloniale, les premières générations, ce qu'on appelle les premières générations, à tort d'ailleurs, se sont simplement mobilisées pour défendre leur intérêt immédiat, qu'ils se sont rendus compte que les forces politiques, syndicales, associatives de notre société n'accordaient pas les mêmes priorités aux questions qui leur semblaient essentielles pour elles. Alors l'immigration est bien entendu antérieure à l'immigration postcoloniale et il est important de saisir ce qui va bouger avec le fait que l'immigration commence à arriver des anciennes colonies. Ce qui va bouger, ce n'est pas le statut d'exploité. Les immigrés espagnols, italiens, portugais, polonais ont été également surexploités, ont été également des variables d'ajustement structurel qu'on faisait naviguer au gré des profits du capital d'un secteur à l'autre et qui étaient marqués par une inégalité de droits. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui va faire la différence, c'est tout simplement que cette immigration-là va être gelée dans un statut d'étrangérité. Et ce statut-là, il va être hérité par leurs enfants. Autrement dit, ce qui va bouger, c'est que la violence qu'ont vécue les parents, les enfants vont également la vivre. Alors que pour les immigrations antérieures, la violence vécue par les parents a disparu pour les enfants. Et il y a donc une transmission transgénérationnelle du stigmate xénophobe en ce qui concerne les immigrations postcoloniales. Alors, si on veut dessiner l'histoire de l'autonomie, eh bien on peut dessiner 4 âges. Un premier âge que j'intitulerai l'âge des indépendantistes, dans lequel l'autonomie a été une dimension fondamentale. Vous savez que l'immigration est fille de la colonisation, disait Sayad, et naturellement, ces premiers immigrés qui arrivent en France, issus des colonies, vont se tourner vers qui? Ils vont se tourner vers ceux qui ont au moins un semblant de discours anticolonial. Ils vont donc s'orienter vers la gauche pour venir poser les questions qui les travaillent. La question de leur statut, la question du statut de leur pays d'origine, qui est une colonie, et donc la question de l'indépendance. Et donc ils vont en particulier se retourner vers le jeune parti communiste qui vient de naître, c'est début du XXe siècle, pour poser ces questions-là. Et très vite, ils vont s'apercevoir, on pourra revenir dans le débat, mais je vais très vite, ils vont s'apercevoir que leur priorité n'est pas la priorité de cette gauche qui pourtant a un discours à l'époque anticolonial. Le reste est connu, il va y avoir rupture. Rupture sur quoi? Rupture sur est-ce que l'indépendance c'est une revendication qui doit être en haut de l'agenda ou en bas de l'agenda? Autrement dit, l'autonomie c'est d'abord la question de l'ordre de l'agenda. Qui décide qu'une revendication est prioritaire ou secondaire? Qui décide
qu'une souffrance mérite patience ou mérite combat immédiat. Et dès cette époque-là, on va donc avoir une rupture qui va se traduire en autonomie et en auto-organisation. Et quand je parle d'auto-organisation, c'est très bien de parler des dernières années, de ce que nous vivons de manière récente, mais c'est important de saisir que ces parents analphabètes, que ces parents qui étaient le résultat de la colonisation, donc n'ayant pas accédé à la vie militante, à la vie, à la scolarité, etc., ont été en mesure d'organiser quasiment une contre-société au sein de la société française. La Fédération de France du FLN, puisque c'est la question de l'Algérie qui travaillait la France, était pas simplement un combat pour l'indépendance, c'était aussi une auto-organisation au sein des bidonvilles dans la région parisienne, au sein des grandes villes de France dans lesquelles l'immigration était organisée. Eh bien, il y avait des cours d'alphabétisation, auto-prise en charge par les militants indépendantistes. Il y avait de la solidarité financière, auto-prise en charge par les indépendantistes. Il y avait de l'apprentissage de la vie politique et militante. Le nombre de gens qui ont appris à écrire des tracts à cette période-là, alors qu'ils étaient les analphabètes qui, dans l'entreprise, étaient considérés comme ceux qui ne pouvaient faire que les travails de gladiateurs. Et donc, l'auto-organisation, c'était à la fois une dimension politique, mais qui s'incarnait dans toute une série d'autres dimensions très matérielles, très concrètes, l'accès à la parole, la prise de parole, l'écriture, etc. Ça a été le premier âge. L'indépendance est acquise et on va avoir l'ouverture d'un second âge, qui est ce que j'appellerais l'âge des travailleurs immigrés. Au sortir des indépendances, l'horizon d'espoir est immense, avec une attente du retour au pays qui est immense. Ces travailleurs immigrés ont construit leur subjectivité dans l'idée que la colonisation avait été le processus qui les avait empêchés d'accéder à une vie heureuse, empêchés d'accéder à l'école, empêchés d'accéder à la santé. Et par conséquent, ils attendaient des indépendances que ces espoirs-là soient satisfaits. Et on va donc avoir, dans la décennie 60 et 70, tout un temps de latence, dans lequel l'horizon d'attente est au pays. C'est l'espoir du retour. Mais, bien entendu, nous le savons tous, eh bien ces espoirs ont été déçus, et le provisoire est devenu durable. L'idée de rentrer s'est transformée progressivement en l'idée de rester. Et à ce moment-là, on va avoir un second âge qui va émerger, qui est l'âge du travailleur immigré, qui est symbolisé par un mouvement, pour moi, qui le résume, qui est le mouvement des travailleurs arabes, donc un mouvement qui naît dans les années 70, dans la foulée de mai 68, et qui, dans son mouvement, va poser deux questions. Un, la question des classes sociales. Les immigrés sont des travailleurs, et à ce titre, ils sont en lien avec les intérêts des autres travailleurs de ce pays. Mais ils ont tenu à mettre le mot arabe dedans, pour signifier qu'ils étaient à une place particulière dans la classe ouvrière. Et de nouveau, on va avoir le même débat que la génération antérieure. Quelle est la priorité dans l'agenda? Ces travailleurs, je vous le rappelle, n'avaient pas accès aux droits des autres travailleurs de France. Ils n'avaient pas le droit d'être délégués syndicaux, ils n'avaient pas le droit d'être délégués du personnel, ils n'avaient pas tous ces droits-là. Et quand ils posaient la question au sein des syndicats, parce que comme la première génération s'est tournée vers le PC, eux se sont tournés vers les syndicats en tant que travailleurs, pour dire mais c'est scandaleux que nous n'ayons pas les mêmes droits que les autres travailleurs de ce pays, on leur a pas dit non, mais on leur a dit c'est pas prioritaire. Et de nouveau la question de l'ordre dans l'agenda va être posée. Le simple terme MTA souligne l'identité, la subjectivité de cette génération. Nous sommes à la fois travailleurs, à la question des classes sociales, et donc en lien avec les autres travailleurs de France, et nous sommes à la fois arabes, donc victimes de discriminations particulières qu'il faut prendre en compte. Avec, dès l'époque, un double ancrage qui va se traduire de nouveau par une multitude d'autonomie et d'auto-organisation matérielle.
Le double ancrage, c'est quoi? C'est d'une part l'usine, sont de travailleurs, et on va avoir les grèves sauvages des OS, des grèves dures, qui vont amener les syndicats à être contraints, après coup, de reprendre en compte les revendications de ces travailleurs, mais également la dimension d'identité. Nous sommes arabes, et donc une dimension anti-impérialiste qui va être posée. On va la retrouver avec les foyers Sonacotra, où là, l'identité, ça sera et l'usine et le lieu de résidence. Et donc on a bien là une double identité. Le temps va passer. Troisième âge, la génération des marcheurs et des mobilettes. Cette génération, elle signifie une mutation sociale globale. Nous ne sommes plus avec des immigrés. Les marcheurs pour l'égalité en 1983 et les convergents de 1984 signifient tout simplement que nous sommes confrontés à la première génération de Français issus de la colonisation. Cette génération de Français arrive sur le marché de la vie, marché du travail, marché des loisirs, marché du logement, et se rend compte qu'elle n'est pas traitée à égalité avec les personnes qui sont pourtant même de même classe sociale qu'elle. Elle s'aperçoit qu'il y a des discriminations qui vont jouer en supplémentaire. Je crois vraiment que la marche de 83 est le moment d'apparition publique de cette génération, la première génération française issue de l'immigration postcoloniale. Et de nouveau, on va avoir une affirmation en termes de double identité, ou d'identité multiple, de classe, parce que ce sont le destin social de ces enfants d'immigrés français, c'est pour l'essentiel d'être des travailleurs, et en même temps, une dimension d'origine, avec un ancrage très fort du fait de la crise qui commence à arriver, de la paupérisation qui commence à arriver, des discriminations massives qui commencent à émerger, un ancrage très fort sur la dimension quartier. Le mouvement de l'immigration et des banlieues est sans doute le mouvement qui a le plus exprimé la situation particulière de cette génération. C'est la figure, pour moi, de cet âge. Et ce mouvement va développer des dimensions en termes d'autonomie, bien entendu. Encore une fois, pas d'autonomie choisie, d'autonomie contrainte. Pour faire avancer leurs revendications, ils étaient contraints de poser des actes d'autonomie. Je pense que si on avait eu un mouvement social, politique, etc., capable de se faire le porte-parole ou le vecteur de cela, on n'aurait pas eu de radicalité de ce type-là. Cette radicalité, elle était une nécessité parce qu'il y avait justement un désaccord sur l'ordre dans l'agenda. Seconde caractéristique du MIB, énorme, et nous avons, à mon sens, reculé sur ces dimensions-là aujourd'hui, c'est l'ancrage quartier. L'ancrage quartier. Autrement dit, on n'avait pas affaire à un discours politique abstrait. On avait affaire à un discours politique dans lequel les militants du MIB étaient ancrés dans la vie quotidienne des quartiers et étaient en mesure d'exprimer cette subjectivité. Et la radicalité n'était en fait que la radicalité de l'oppression qui était vécue dans les quartiers populaires. Et on va avoir à ce moment-là toute une série d'analyses qui sont en réalité des analyses d'une richesse énorme, parce qu'elles s'ancrent dans cette subjectivité-là. Tous ceux qui pensent que ça n'est que récemment que l'on peut parler de l'héritage colonial, certains pensent que c'est leur mouvement qui l'a créé, oublient les analyses du MIB sur la gestion coloniale des quartiers. Tous ceux qui pensent que la critique de la politique de la ville est une affaire récente, etc., oublient simplement un certain nombre de textes de l'époque. En réalité, l'ancrage quartier permettait au MIB d'être un analyseur de la situation. Quatrième âge, ce qu'on a appelé, à mon avis, à tort, l'âge de l'antiracisme politique. Pourquoi à tort? Parce qu'il existait auparavant, tout simplement. Et ce dernier âge, en gros, qui date des 20 dernières années ou des 15 dernières années, eh bien, il se caractérise par quoi? Il se caractérise par une polarité éclatée. Et c'est toute la difficulté d'aujourd'hui. Notre difficulté, c'est pas seulement la convergence
avec d'autres. C'est aussi où en sommes-nous? Où en est-on aujourd'hui pour exprimer la voix des quartiers populaires? On va avoir une polarité éclatée entre un pôle qui va absolutiser la question de l'origine, et donc qui va lire toute la réalité au travers de l'origine, et un pôle qui va absolutiser la classe, et qui va lire toute la réalité à partir de la dimension de classe. Le problème, il est que je pense qu'il faut qu'on redevienne sage, comme les générations antérieures, comme le BIB, comme le MTA avant, c'est que nous ne pouvons pas choisir entre la classe et l'origine. La réalité des quartiers populaires, c'est l'articulation de ces deux donnes, et l'absolutisation d'un pôle ou de l'autre nous conduit à l'échec. Avec comme conséquence, cette polarité éclatée, que nous sommes dans une situation aujourd'hui où on a une tendance à la coupure entre le militantisme et la vie concrète dans les quartiers populaires, avec des discours qui peuvent paraître plus révolutionnaires ou plus radicaux qu'avant, mais qui en réalité ne parlent plus à ceux qui habitent les quartiers populaires. Alors si je dis tout ça, et je vais m'acheminer vers la conclusion, c'est tout simplement pour qu'on puisse repérer quelques débats récurrents qui ont traversé toute cette histoire. Je vais juste les citer, s'il y a des questions, on pourra y revenir après. Premier débat récurrent, et si je le dis, c'est pour qu'on soit serein et honnête vis-à-vis de ceux qui ont donné beaucoup à la lutte, qui ont sacrifié leur vie pour beaucoup d'entre eux, et qui sont parfois aujourd'hui jugés comme si de l'extérieur on pouvait juger, etc. Premier débat, la question du national et du local. Il se trouve que compte tenu de la dimension systémique qui touche les habitants des quartiers populaires aujourd'hui, on ne peut pas choisir entre le national et le local. Et on ne sait pas comment faire. On a alterné des périodes d'investissement local par déception du national et d'investissement national qui étaient coupés du local. On ne sait pas faire et pourtant il va falloir qu'on réussisse à articuler local et national. Je n'ai pas la solution, mais c'est une contrainte, ce n'est pas un choix. À chaque fois qu'on s'est replié sur le local, ce n'était pas un choix. C'est parce qu'au national, on ne se reconnaissait pas. Et à chaque fois qu'au national, on a essayé, on avait tendance à avoir des généraux sans troupes qui parlaient, mais qui n'avaient pas d'ancrage dans les quartiers populaires. La seconde dimension, c'est qu'on ne peut pas choisir entre la race et la classe. En réalité, l'oppression vécue dans les quartiers populaires articule classe et race. Le troisième débat, c'est le débat entre l'autonomie et l'alliance. Là aussi, on ne peut pas choisir. La base de l'alliance avec d'autres, c'est l'autonomie. Sinon, les revendications essentielles dans les quartiers populaires passent au second plan. Parce qu'il y a une échéance électorale, parce qu'on va dire ça apparaît trop communautariste, ça fait trop radical, etc. Et donc on va avoir des gens avec qui on avait des débats, ça se passait bien, etc., qui là juste vont dire, non, là on n'en parle pas trop aujourd'hui. Des événements récents, si vous voulez, on pourra parler des dernières polémiques, montrent qu'on n'est pas sorti de l'auberge autour de cela. Quatrième élément de débat qui est essentiel, le débat de la base sociale. Dans cette histoire-là, on a à la fois des militants des quartiers populaires issus, on va dire, des galériens, des prolos, et on a à la fois ceux qui sont dans une petite ascension sociale. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on met en avant comme revendication? La tendance à laisser la parole à ceux qui parlent bien, comme moi par exemple, peut nous amener à oublier que pour la grande majorité, c'est ceux qui n'ont pas la parole. Et donc, attention à nos débats politiques et théoriques qui ne s'ancrent pas justement dans la réalité des quartiers populaires. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des débats sur les quartiers sont tenus par la petite bourgeoisie. Et quand je dis ça, c'est pas du tout négatif. C'est juste de dire, attention, il y a une autre partie de la population vis-à-vis desquelles il va falloir trouver les moyens d'avoir leur point de vue. Cinquième débat récurrent, et il ressort encore aujourd'hui, élection ou rapport de force. L'histoire de l'autonomie dans les mouvements de l'immigration, ça a été toujours de mettre en avant le rapport de force. Mais à chaque fois, ça a été percuté par les échéances électorales. Et les échéances électorales ont à chaque fois, à mon avis, joué une fonction de dévitalisation. À chaque fois, on a eu des personnes qui rêvaient que cette échéance-là, on allait pouvoir mettre les nôtres, etc.
Et en réalité, on en est sorti avec une baisse de notre autonomie. Autre débat qui est essentiel, vous savez, je n'ai pas de solution, je dis que des problèmes en réalité, hein. C'est la galère. Hein. L'autre débat, c'est le débat sur les besoins immédiats et le combat politique. Dans les quartiers populaires, il y a des besoins immédiats. À chaque fois que vous mettez en œuvre une lutte, vous êtes contraint de vous poser la question de la précarité des militants, de l'autosubsistance, de comment ils vivent, etc. Et donc là, il y a la question de la quotidienneté, dans le même temps où on doit poser la question de la revendication, du rapport de force politique, du rapport de force nationale, etc. Et je pense qu'on ne peut pas choisir entre les deux. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est galère, mais on n'a pas le choix. L'autonomie n'est pas un choix. C'est juste une nécessité si on ne veut pas abandonner tout ce qui fait les revendications qui nous permettront de sortir de la domination. Il reste poser la question des convergences qu'on nous pose souvent. Très franchement, habituellement, je n'aime pas parler des convergences. Parce que c'est un débat qui vient de l'extérieur. En réalité, ce débat-là ne devrait pas se poser. Si ceux qui nous parlent de convergence étaient au clair, la convergence existerait déjà. Quand on nous parle de convergence, je pense qu'on a affaire à un système et donc il va bien falloir le changer, et donc il va bien falloir converger. Et donc quand on parle de convergence, eh bien il faut surtout ne pas oublier ce que j'ai essayé de dire pendant toute cette trajectoire historique, l'ordre des priorités dans l'agenda. C'est Aimé Césaire qui résumait la chose, et j'en arrêterai là en le citant. Aimé Césaire nous disait, il ne faut pas confondre alliance et subordination. Oui à l'alliance, non à la subordination. Merci.